Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je vous ai donné un rendez-vous à 21h30, mais malheureusement j'ai eu un contretemps. Et donc le direct, je le fais maintenant. Pour ceux qui ne seront pas présents, vous allez le réécouter plus tard. Et voilà, donc je vous dis bonsoir. Ça fait un moment que je ne me suis pas connectée sur ce compte. Vous savez que ce compte, nous l'avons réservé pour la famille, pour les gens qui nous fréquentent dans la vie réelle. Et donc, nos activités facebookiques, cybernétiques, si je puis m'exprimer ainsi, se passent plutôt sur la page Patience Mvutu. Donc, malheureusement, certains parmi vous ne seront pas au courant de notre actualité, des débats que nous menons sur la page Patience Mvutu et, et aussi le fil de toutes les guerres que nous avons menées jusqu'ici. Mais je ne peux pas me connecter sur cette page pour être en guerre parce que vous êtes des personnes que je porte dans mon cœur. Et donc, même pour communiquer, je prends la peine de préserver vos oreilles des tempêtes dans lesquelles je me suis souvent empêtrée sur Facebook. Donc, sur ce, je vois que vous êtes déjà un certain nombre. Je vais commencer à mon propos. Vous savez que nous avons célébré il y a quelques jours la fête des droits des femmes. Et donc, je me devais de vous laisser un message, mais très occupée par les activités de mon association Les Ailes de l'Afrique, je n'ai pas eu le temps de vous laisser une communication. Mais je vais faire un petit récap de la semaine, de tout ce qui s'est passé sur Facebook, de l'actualité de notre pays, de l'actualité de Facebook. Et je pense que ce sera bien. Alors, s'agissant des droits des femmes, nous avons notre compatriote Chimène Goli qui est venu se plaindre sur les réseaux sociaux. C'est un cas qui m'a personnellement touchée. Et je voulais pas écrire, je voulais lui laisser tout mon soutien parce que entre femmes, nous avons l'obligation d'être solidaires. Quel que soit les avis que nous pouvons avoir sur le plan intellectuel, nous devons d'abord être solidaires parce que c'est une femme qui est en détresse, c'est une femme qui, face à l'indifférence, n'a plus d'autre choix que de venir exposer sa vie intime sur les réseaux sociaux et donc je voulais lui transmettre tout notre soutien et donner un avis par rapport à ce qui se passe. Je voulais dire que les mariages entre les femmes qui sont en Occident, qui ont déjà passé de nombreuses années en Occident, qui parfois ont eu une première vie avec des Occidentaux et par la suite vont épouser des gars au Cameroun, des hommes au Cameroun. C'est très difficile parce que une femme qui vit avec un occidental est éduquée à être l'égale de l'homme. Et lorsque vous êtes devenu l'égal de l'homme, allez refaire votre vie avec un homme qui vient d'un système éducatif où le patriarcat, c'est-à-dire que l'homme est le chef de la famille, ça devient très compliqué. Et au-delà de la différence culturelle qui est énorme parce que ce n'est pas anodin de vivre sur un continent où la culture, la mentalité, les us, l'Occident donne beaucoup de droits aux femmes et les hommes sont émasculés dans les maisons généralement ici parce que les femmes se sont battues pour avoir beaucoup de droits et au-delà de cela, la loi protège énormément les femmes en Occident. Et donc, lorsque vous avez un mari qui vient avec une autre éducation, une autre culture, une autre façon de faire, et qui vient partager votre vie en Occident, ça devient très compliqué. Donc, ce sont des mariages, c'est vrai, il y en a qui réussissent à s'en sortir, mais généralement, dans la plupart des cas, ce sont des mariages qui sont voués à l'échec à cause de la différence culturelle qui existe désormais entre les femmes ou alors les hommes qui vivent depuis de longues années en Occident et des personnes qui sont restées en Afrique. Parce que, oui, malheureusement, avant, au-delà du mariage, ceux qui restent en Afrique, pour eux, leurs sœurs et leurs frères qui sont venus en Occident sont parfois des sources d'intérêt.
lorsque vous êtes un benguiste, comme on appelle vulgairement chez nous, même votre propre maman vous prend comme une source de revenus. Elle voit beaucoup plus l'intérêt que la personne. Donc imaginez-vous alors une personne qui n'est pas de votre famille, qui devrait vous prendre comme une personne à part entière. Non, vous êtes un intérêt, vous êtes une source de revenus, vous êtes un objectif. Et donc malheureusement, c'est très très compliqué pour cette personne de comprendre que vous n'êtes pas qu'un papier, vous n'êtes pas qu'un titre de séjour, vous n'êtes pas qu'une carte de crédit. Et c'est très très compliqué. Je ne déconseillerais pas ce type de mariage parce que le charme de l'amour aussi est du fait que on ne peut pas expliquer l'amour. On ne peut pas expliquer l'amour, on ne peut pas justifier l'amour. Et donc moi je veux pas dire n'allez plus épouser des hommes en Afrique ou alors du moins faites un effort de trouver des hommes africains sur place. C'est très très compliqué parce que en Europe, l'institution du mariage est en train de perdre de toute oui, les gens ne sont plus trop portés sur le mariage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le droit européen et les droits français, en fait le droit sur les territoires occidentaux évoluent pour permettre à des personnes qui aimeraient se libérer des liens du mariage plus rapidement de vivre une union sans avoir les contraintes du mariage. Je vous parle de cela rapidement parce qu'après on va entrer dans le sujet qui vous intéresse. C'est simplement pour vous permettre d'avoir une mise en bouche. Parce que c'est aussi notre rôle en tant qu'intellectuel de mettre des mots à la souffrance des gens. Et donc, j'étais en train de vous dire, chers amis, que éventuellement, les Européens pensent aujourd'hui qu'il faut trouver une alternative au mariage. Et c'est pour cela que le pacte de solidarité, qui est encore appelé le PAX, permet aux personnes qui décident de vivre ensemble d'avoir les avantages, il faut appeler cela des avantages du mariage sans les contraintes. Parce que oui, malheureusement, lorsqu'on entre dans les liens du mariage, il y a des engagements à respecter, l'obligation de participer au fonctionnement aux charges du couple. Vous ne pouvez pas être marié, par exemple, c'est le cas des femmes africaines qui parfois partent de l'Afrique pour venir épouser des Occidentaux ici et qui pensent que c'est comme au Cameroun où tu restes à la maison, tu es couché et ton mari blanc doit ramener tout à la maison. Vous allez voir que ce type de mariage ne dure généralement pas parce que culturellement c'est différent. En Occident, on tient à la lettre cet article du Code civil qui dit que chaque époux participera aux charges du foyer en fonction de ses moyens. Et donc, oui, malheureusement, l'Occident est une société où la femme qui a réclamé l'égalité avec l'homme doit participer. C'est pareil aussi pour l'homme qui vient s'installer avec une femme qui vient en Occident. C'est pas pour rester se croiser les bras, il faut participer. Et donc, malheureusement, ceux qui pensent que venir en Europe, c'est donner l'opportunité pour nourrir ceux qui sont au Cameroun, c'est très compliqué. On vous l'a toujours dit dans des directs, que la vie en Occident est calibrée au point où, lorsqu'on vous paye 1000 francs, on s'est déjà arrangé à ce que vous dépensiez 1200. Ça veut dire que vous n'avez pas les 200, vous les prenez à crédit. Donc, généralement, les gens ici vivent énormément à crédit. Et donc, pour quelqu'un qui vient du Cameroun, qui a laissé une première famille ou parfois des enfants au Cameroun, il se dit, je viens me chercher pour envoyer au Cameroun. Et ça devient très compliqué. Pour revenir sur le cas de notre jeune sœur, si on s'en tient, on n'a pas de raison de mettre en doute ses propos, parce que je vous ai dit, on ne peut pas cracher sur la souffrance d'une compatriote. Elle nous explique que en réalité, elle se serait mariée avec une personne qui a perdu sa virilité, pour rester correcte dans les mots et pour permettre à tout le monde de nous comprendre, c'est une personne qui ne bande pas. Moi, j'aimerais attirer l'attention des femmes africaines, surtout. Vous savez, lorsque on s'engage dans les liens du mariage, c'est aussi pour accepter qu'à un moment donné, vous puissiez vivre avec quelqu'un qui perd sa virilité. Parce que malheureusement, le corps d'un homme est appelé à un moment donné
à ne plus fonctionner comme celui d'un jeune homme. Je sais pas comment vous expliquer ça en de thèmes plus catholiques, parce que nous sommes en train de traverser la période du carême, donc il y a certains mots ou certaines choses qu'on n'aimerait pas dire. Lorsque vous acceptez de vous marier, chère sœur, sachez que un homme, la nature a voulu qu'à un moment donné, l'homme ne soit plus sexuellement actif autant que quand il était jeune. Donc, vous n'allez pas aller dire à une femme qui a épousé un homme de 92 ans que son mari fonctionne. Vous n'allez pas le lui dire. Parce que malheureusement, la nature voudrait qu'à partir de 45 ans, vous voyez comment l'homme perd sa virilité très tôt. À partir de 45 ans, un homme a des pannes sexuelles. Et donc, il faut tout un aménagement psychologique pour permettre à un homme, à partir de 45 ans, de pouvoir exercer sa virilité. Et donc, malheureusement, il y a des choses, des comportements, nos attitudes, nos façons d'émasculer les hommes, malheureusement, qui viennent de l'Afrique, qui peut les pousser à perdre un peu de leur virilité. Parce que la virilité nécessite un certain nombre d'agrégats. C'est-à-dire que l'homme a besoin de se sentir chef. L'homme a besoin de se sentir fort. Mais vous arrivez dans une société où votre épouse, peut-être financièrement, parce qu'elle a des papiers que vous n'avez pas, a accès à un métier où elle est mieux payée que vous. Oui, il faut une hauteur d'esprit pour que l'homme continue à se sentir homme dans ce type de contexte. C'est-à-dire que dans un contexte où c'est ta femme qui te domine financièrement, l'homme a besoin de dominer la femme sur au moins plusieurs plans. Donc, il faut que nos sœurs comprennent que cet appareil que les hommes ont ne fonctionne pas tout au long de sa vie. Mais quand vous vous engagez dans les liens du mariage, c'est pour toute une vie, pour le meilleur et pour le pire. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y aura une période où ça ne va plus fonctionner. Hein? Malheureusement, ça ne va plus fonctionner et donc vous devez adapter votre sexualité. Même le Bitako là, hein, Rémi, même le Bitako là ne peut rien parce que c'est la nature. Et je vais vous dire pourquoi sur le plan spirituel, Dieu a voulu qu'à un certain âge, l'homme ne fasse plus l'amour normalement. Parce que après, on va développer, parce que je sais que vous aimez que quand je vous parle un peu de la mystique, c'est-à-dire que je vous disais dans un précédent direct qu'il y a un certain âge où un homme ne doit plus faire les enfants. Parce que n'oublions pas que la fonction première des rapports sexuels était de procréer. Mais la nature a voulu qu'à un certain âge, au vu de la faiblesse des spermatozoïdes ou alors de plein de choses que l'homme va faire, parce que spirituellement, l'homme quand il vieillit, il va vers sa déification, c'est-à-dire il veut devenir un dieu. Et un dieu ne se reproduit pas. C'est-à-dire qu'il y a des rites, par exemple spirituels, lorsqu'on les fait à un homme, c'est un homme qui ne procrée plus. Donc il faut comprendre que quand l'homme vieillit, il n'est plus fait pour faire les enfants. Maintenant, si vous voulez entretenir une forme de sexualité, parce que la sexualité, ce n'est pas uniquement la pénétration, le full penetration, comme les anglophones disent. La sexualité englobe plusieurs paramètres qui peuvent partir de la simple façon de parler à quelqu'un, une simple caresse, beaucoup de choses, la tendresse, parce que les Africains malheureusement ne connaissent pas la tendresse, les câlins. Vous voyez par exemple à une époque où le téléphone rose existait, il y avait des occidentaux qui appelaient uniquement pour entendre la voix d'une femme, pour entendre la voix d'une femme lui dire des choses, même s'il ne peut plus faire. Voilà, il faut savoir que la sexualité a besoin on peut orienter la sexualité en fonction de l'âge. Les femmes africaines aiment trop la pénétration. Non, la pénétration, ce n'est pas uniquement cela qui constitue un rapport sexuel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent participer à l'épanouissement sexuel. Il faut simplement savoir adapter votre routine sexuelle avec votre partenaire.
et en tenant compte du fait que malheureusement, lorsque l'homme connaît des pannes sexuelles, si il a en face de lui une femme qui n'est pas compréhensive, il peut se fermer et ne pas vouloir proposer une autre forme de sexualité. Donc, il faut être très, très compréhensif et se dire que oui, lorsque vous vous engagez dans les liens du mariage, malheureusement, il y aura une période où vous aurez en face de vous un homme qui ne pourra pas vous donner sa virilité de ses 15 ans. Et donc, ça ne peut pas, c'est pour cela que le législateur camerounais ou français a pensé que l'absence de rapport sexuel ne peut pas constituer un motif, une cause péremptoire de divorce. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter devant le tribunal, devant le juge camerounais et lui dire, mon mari n'écrit pas, le bic de mon mari n'écrit pas, je demande le divorce. Non, ce n'est pas une cause péremptoire. C'est-à-dire, c'est pas, quand je dis cause péremptoire, c'est pour les juristes, mais ce n'est pas une cause obligatoire qui lie le juge, qui dit au juge que non, comme le bic n'écrit pas, vraiment, il faut que les gens s'y divorcent. Parce que c'est la vie, ça peut être un problème de santé, ça peut être la femme qui a un cancer de l'utérus et elle ne peut pas entretenir des rapports sexuels. Le fait qu'un homme ne puisse pas entretenir des rapports sexuels ne peut pas constituer un motif de divorce. D'après la loi camerounaise. C'est-à-dire, si vous êtes marié au Cameroun, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas obliger un juge à prononcer le divorce parce que votre mari ne fonctionne pas. Ce n'est pas une cause de divorce. Maintenant, elle nous a expliqué que elle a mis des biens au nom de son mari et elle a pris un crédit pour faire le mariage. Bon, là-dessus, il faut qu'on lui explique et qu'on lui donne une solution. Rémi Langoué, tu ne m'as pas écouté tout à l'heure parce que je lisais pas les directs. Je disais que tu vois, c'est maintenant que je sors. J'ai eu un imprévu. Je peux plus faire le direct à 21h. Donc, je vous laisse le direct. Vous allez l'écouter plus tard. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, pour reprendre le fil de notre conversation, que d'après le droit camerounais, le droit civil camerounais, lorsque un couple est marié, la femme n'hérite pas de l'homme. C'est pour cela d'ailleurs que on a toujours sollicité qu'il y ait un nouveau code de la famille au Cameroun pour protéger beaucoup plus les femmes camerounaises. La femme n'est pas l'héritière d'un homme si elle n'est pas l'héritière d'un homme. Ce sont les enfants qui sont des héritiers en principe, et sans enfants, ce sont les frères. C'est très compliqué. La femme est usufruitière du domicile conjugal, c'est-à-dire qu'elle peut habiter, mais elle ne peut pas vendre la maison, la maison conjugale. Quand je vous énonce ces quelques propos du droit camerounais, c'est pour vous dire que l'homme africain, quand il se marie, connaissant les lois, qu'elles soient coutumières ou elles soient légales, il veut se reproduire. C'est pour revenir au cas de notre sœur Chimène Goli. Alors, lorsque vous ne pouvez pas donner des enfants à un homme. Ça peut aussi constituer un motif de blocage. On peut expliquer ça sur le plan psychologique. Parce que un homme qui épouse une femme qui ne fait pas les enfants, il a l'impression qu'il creuse un puits sans fin. Donc, il faut beaucoup de compréhension dans ce type de relation. Généralement, c'est des Occidentaux ou d'autres personnes qui sont compréhensifs, ou alors de se dire, oui, je me marie, mais malheureusement, je ne pourrais pas avoir des enfants de manière naturelle. Donc, après le besoin de se reproduire qui peut constituer un blocage dans un foyer, on dit simplement que notre sœur, sachant que son mari a eu des enfants d'un mariage, un précédent mariage, elle devrait, si elle aimait vraiment son mari, se préparer à l'adoption d'après que lui accorde le droit français qui dit que un Français ou une Française qui est mariée à un étranger ou alors qui est marié, au bout de 2 ans de mariage, peut adopter les enfants de son mari. Parce que oui, ça doit se faire de vice-versa. Moi, je ne me vois pas en train d'être mariée et mon mari n'accepte pas mes enfants. Donc, essayez aussi de vous mettre parfois, chère sœur, à la place des hommes. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu avais des enfants, quelqu'un refuse que tu envoies de l'argent à tes enfants au Cameroun
Ils refusent que tu fasses venir tes enfants. Parce que oui, lorsqu'on vient découvrir les avantages qu'il y a dans ces pays occidentaux, on aimerait au moins laisser la chance à nos descendants de pouvoir bénéficier de cela. Elle est française. Au bout de 2 ans, elle aurait reconnu les enfants de son époux. Les enfants seraient devenus français et ils auraient eu la chance de fréquenter dans un système ou de vivre dans un pays qui leur donne beaucoup plus d'opportunités. Donc, aimer un homme qui a des enfants, c'est pareil aussi qu'aimer une femme qui a des enfants. C'est l'accepter avec son passé, avec sa vie. Je ne vois pas la femme au Cameroun qui serait malheureuse parce que son mari a épousé une femme qui a la nationalité française, qui reconnaît les enfants de son mari, qui prend les enfants de son mari et qui leur permet d'avoir une vie meilleure en Occident. Donc moi je pense que il y a eu un certain nombre de paramètres. Il y a aussi eu un peu d'égoïsme qui n'ont pas favorisé l'éclosion ou alors l'épanouissement de ce mariage. Maintenant, la dynamique destructrice dans laquelle le couple est, on peut leur demander que vraiment, lorsqu'il y a de tels problèmes, malheureusement, les Français, quand ils agissent, ils punissent tout le monde. En principe, la France, elle était une terre très ouverte. C'est à cause de nos propres agissements, nous les Africains, que beaucoup de choses ont été supprimées ou alors ont été complexifiées parce que c'est nous-mêmes nos propres bouches. Si tu te sépares de quelqu'un, la loi en France laisse la femme, permet que ce soit la femme qui garde l'ancien domicile conjugal. Donc en principe, elle est dans son droit, elle va rester dans son appartement, l'homme va sortir. Mais pourquoi faire le tapage? Parce que ce tapage va desservir d'autres familles ou d'autres couples qui sont en attente de regroupement familial. Parce que les Français ne comprennent pas comment c'est possible qu'une femme s'engage dans les liens du mariage avec quelqu'un avec qui elle n'a jamais entretenu une intimité. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est un mariage blanc? Et tout ce qu'elle déverse maintenant, oui, c'est quelqu'un qui tue. On comprend que derrière sa détresse, oui, elle veut empêcher que le gars renouvelle son titre de séjour. Parce que malheureusement, s'ils se sont mariés en 2023, non, il n'a pas encore une carte de résident. Je crois que en ce moment, s'il doit avoir des récépissés sur récépissés, parce que si malheureusement il y a eu une plainte pour violence, malheureusement, la préfecture, puisque c'est lui qui a été accusé, ne pourra pas renouveler son titre de séjour. Il a eu un titre de séjour d'1 an. On va lui donner des récépissés s'il a de la chance. Mais il n'a pas encore des papiers qui permettent qu'il fasse venir sa famille au Cameroun. Donc c'est très compliqué. Donc si elle est dans une dynamique où elle explique aux gens, oui, ce sont des gens du Cameroun qui écoutent ce qu'elle raconte, mais avec un titre de séjour d'1 an, il ne peut pas... et une situation financière qui n'est pas acceptable, il ne peut pas faire venir sa famille. Et donc, moi je pense qu'elle est un peu dans la surenchère. Mais cette surenchère va causer un préjudice à toute la communauté camerounaise. Et donc c'est pour cela que nous invitons souvent nos frères et sœurs, parce qu'on vous a donné un instrument qui est le téléphone et même Internet pour vendre au monde votre culture. Mais vous avez décidé d'utiliser cet instrument pour vendre la bêtise, pour vendre la connerie et pour verser l'opprobre sur toute la communauté africaine. On ne peut pas se marier puisqu'on dit que la consommation du mariage est une obligation. Tu ne peux pas dire que tu es parti épouser quelqu'un, vous n'avez jamais eu des rapports sexuels. Et comment ça s'est passé au moment de l'audition pour que ton mari puisse avoir le droit, pour que toi tu puisses avoir le droit de se marier? Parce que la France a mis suffisamment de conditions aujourd'hui, suffisamment de contrôle pour permettre que les mariages contractés par des Français à l'étranger soient de vrais mariages. Et donc, lorsque cette dame est partie donner des garanties aux autorités de la mairie de sa ville et aux autorités consulaires qu'il s'agissait d'un vrai mariage, il n'y a plus de raison aujourd'hui. Les raisons qu'elle évoque ne sont plus valables devant les autorités consulaires. Parce qu'on se dit, elle a trompé les autorités consulaires. Elle a intérêt, elle vit dans un pays qui protège les femmes. On ne peut pas tuer quelqu'un comme on veut. Non, pas du tout. Qui protège les femmes. Je pense que
elle a assez fait, elle peut être rassurée du fait que son mari ne pourra pas avoir un titre de résident s'il n'a pas une autre solution pour avoir les papiers, s'il n'est pas parent d'enfants français, s'il n'est pas, même se remarier, s'il n'a pas de titre de séjour sur le territoire français, il ne pourra pas, au vu de la nouvelle loi qui a été discutée, qui a été adoptée par le Sénat français. Donc malheureusement, tout son tapage médiatique participe simplement à jeter l'opprobre sur tous les couples, que ce soit mixtes, que ce soit des couples entre Africains, qui se font entre des personnes qui vivent au Cameroun et des personnes qui vivent en Europe. Et donc, elle a parlé d'une histoire de dette qu'elle aurait contractée et qu'aujourd'hui elle ne peut plus rembourser ses dettes. On se demande, l'intégration, il faut apprendre à vous intégrer quand vous arrivez en Europe. La dette, lorsqu'on ne peut plus payer une dette, la loi française permet que l'on se déclare en surendettement. Il faut qu'elle se rapproche d'une assistante sociale. On va lui faire le dossier de surendettement. Ça veut dire quoi? Que l'État va te reconnaître comme quelqu'un qui est incapable de payer ses crédits et tous tes crédits vont être effacés. C'est la chose la plus facile à obtenir. C'est vrai qu'il y a un petit bémol. Quand on te reconnaît comme une personne surendettée, tu ne pourras plus jamais prendre un crédit de toute ta vie. Donc, soit elle accepte, parce que généralement, ce type de crédit qu'elle prétend avoir eu, je ne pense pas qu'elle puisse avoir 40 000 € de crédit au vu du métier officiel qu'elle déclare. Peut-être qu'elle a eu un petit remboursement à rembourser, elle doit rembourser 300 €, 400 € grand maximum. Si elle a passé par les courtiers en prêt bancaire, peut-être 400 €. Mais elle peut se déclarer en surendettement et sa dette va être effacée. Donc ce n'est pas une raison de se mettre en spectacle, de ternir son image d'artiste, de se mettre en spectacle comme ça. Elle ne pense pas à sa carrière, elle ne pense pas à son image. Moi, je me dis au fond, c'est les choses de l'amour. Elle est encore amoureuse de ce garçon, mais elle l'exprime mal parce qu'elle pense que l'amour, c'est la force. On n'oblige pas quelqu'un à vivre avec soi, non. Lorsque vous avez l'impression qu'une relation ne marche pas, vous ne connaissez pas ce que Dieu a prévu demain pour vous, laissez partir les gens. Ceux qui ne veulent plus rester dans votre vie, laissez-les partir. Et puis, lorsqu'on décide de faire du bien à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on attend en retour une reconnaissance. Et cette petite conclusion va nous permettre d'embrayer sur le sujet qui nous intéresse, à savoir mes anciens amis qui sont devenus les nouveaux amis de Samuel Eto'o. Moi, je leur ai fait beaucoup de bien. Mais j'ai fait mienne la maxime d'Emmanuel Kant qui dit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de quelqu'un d'autre, jamais comme un moyen, mais toujours comme une fin. » Ça veut dire quoi? Quand tu aides quelqu'un, aide-le parce que l'aide est bien. Aider quelqu'un est bien parce que, bon, pour les chrétiens disent « Je fais au nom de Dieu ». Ne viens pas aider quelqu'un parce que tu attends qu'il soit un jour reconnaissant, qu'il ne te fasse pas certaines choses parce qu'il va se souvenir que tu l'as aidé. Hein? Il ne faut jamais aider quelqu'un parce que tu attends de la reconnaissance. Si c'était le cas, j'aurais fermé ma fondation. Je n'allais plus jamais donner mes 5 francs à quelqu'un. Parce que toutes les personnes que j'ai aidées sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour me salir, pour m'insulter, pour me vilipender, pour me traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais ça ne doit pas vous empêcher de rester une bonne personne, de continuer à aider. Parce que oui, si Chimène Ngoli a la nationalité française aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a épousé un blanc. Qui lui a aussi donné les papiers. Est-ce qu'elle a déjà vu, qui a déjà vu un blanc pleurer sur Internet que j'ai donné les papiers à tel? Le blanc, il s'en fout. C'est la loi de son pays qui stipule que la nationalité d'une femme mariée ou d'un homme marié à un Français c'est de droit. Donc pourquoi il doit se faire mal? Il doit souffrir parce que quelqu'un a eu les papiers grâce à lui. Vous n'êtes pas venu du Cameroun avec les papiers. C'est la loi d'un pays qui permet que dès que vous vous mariez, au bout de 4 ans, la loi vous donne l'opportunité d'accéder à la nationalité française parce que c'est une nationalité de droit. Donc, en principe, pourquoi ça vous fait mal quand quelqu'un... J'ai vu l'autre aussi pleurer partout comme ça, Zomobem. Non, est-ce que vous êtes... C'est quoi ces affaires de papier? Oh, je lui ai donné les papiers. Mais le blanc qui t'a donné les papiers, lui, n'a jamais fait le direct pour dire que je t'ai donné les papiers.
Et si ça se trouve, parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement spirituel, il y a des femmes qui marchent ici dehors avec leur karma sur la tête. C'est-à-dire que il y a des femmes qui pensent que le blanc, lui, n'est pas un vrai être humain. Elle dit que je vais faire n'importe quoi à un blanc. Après, j'irai me marier à mon frère. Non, spirituellement, tu vas porter un karma. Parce que ce que les femmes africaines font aux blancs ici dehors, tu as un mari blanc à la maison. Mais c'est toi qui travaille le camion, parce que tu as le chantier au Cameroun. Il supporte, parce qu'il y a que les blancs, quand le blanc dit qu'il l'aime, il l'aime vraiment. Quand un blanc dit qu'il t'aime, il accepte. Si tu as trouvé au camion, tu lui dis que chérie, j'ai envie de continuer à aller au camion. Il dit que bah, je t'ai trouvé au camion. Si ça te plaît, continue à faire le camion. Mais tu me fais venir un noir ici. Quel est le noir, franchement, qui va accepter tous les soirs? Il sait que 5, 10, 15, 20 personnes sont passées sur toi. Mais lui aussi, tu veux qu'il se lève. Il ne peut pas se lever. Venez souvent raconter les vérités de vos vies. Venez raconter les vérités de vos vies. Rémi Lango, je te dis que tu fais ce qu'on appelle la déclaration de nationalité par le mariage, c'est bien ce que je dis, mais c'est une nationalité qui est de droit. C'est-à-dire c'est une procédure, dès que tu as demandé, tu as fait la déclaration de nationalité, c'est de droit, ça ne se débat pas. C'est comme le titre de séjour du parent d'un enfant français, c'est un titre de séjour de droit qui oblige l'État à te donner. C'est un titre de séjour obligatoire. Je ne veux pas qu'on revienne dessus. On était en train de dire que il y a des femmes qui portent un lourd karma parce que ce qu'elles ont fait vivre aux blancs, elles pensent que quand elle va se mettre avec le noir, la nature va oublier. Parce que les femmes africaines, surtout, ce qu'elles font avec les blancs, elles disent seulement que dès que je mets papier, je vais partir. Oui, quand tu vas partir, tu portes avec toi un lourd karma parce que le blanc est un être humain. À la seule différence que il n'y a pas le pigment qui noircit nos peaux dans sa peau, dans son corps. Donc quand vous faites aux enfants des gens, les blancs ici, sachez que Dieu, la nature, va se venger de vous dans vos relations que vous irez chercher au pays. Il y a des femmes ici, elles finissent de voler le blanc, parfois même elles empoisonnent, parfois elles font des choses. Quelqu'un qui t'a aimé, qui t'a donné un toit, qui t'a tout fait. Parce qu'il a la peau blanche. Tu dis, ah, qu'est-ce que c'est fou avec les blancs? Je vous entends souvent. Parce que pour vous aussi, le blanc n'est que synonyme d'intérêt. On est avec le blanc, ce n'est pas le vrai mariage. Vos vrais maris sont au Cameroun. Vous êtes ici dans l'attente d'une situation, de l'amélioration de vos situations. Les blancs sont des êtres humains. Donc lorsque vous faites du mal à un autre être humain, la nature va vous envoyer le karma. Donc, il faut d'abord que vous vous interrogiez comment j'ai fait pour me séparer avec mon ancien mari. Est-ce que je n'ai pas tenu compte de tout ce qu'il a fait pour moi? Et je suis venu l'abandonner. Je l'ai déposé. J'ai divorcé parce que j'avais déjà des papiers. Vous devez vous poser tout ce genre de questions parce que le blanc est un être humain. Le blanc, devant les yeux de Dieu, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, lorsque vous êtes dans une mentalité où vous considérez les gens comme des motifs, oh, elle a épousé un pauvre blanc, oui, il a cherché un riche blanc, oui, pourquoi? C'est-à-dire vous prenez les blancs comme des objets, des moyens pour obtenir ou accéder à une amélioration de vos conditions. Voilà quelqu'un qui vient de citer Matozwa. C'est-à-dire que pour elle, le fait d'être la veuve d'un blanc, c'est tellement... Comme c'est un blanc, tu ne fais pas le veuvage. Tu ne fais pas le veuvage parce que c'est un blanc. Malheureusement, aux yeux de Dieu, nous avons tous la même couleur. Tu refuses de faire son veuvage, il va commencer à te poursuivre partout et tuer tous les gens qui viennent sortir avec toi pour manger son argent. Parce que, car nous devenons des esprits, nous avons la même couleur. Nous n'avons même plus de couleur. Donc, essayez un peu de mettre de l'humanité dans vos agissements vis-à-vis des blancs qui vous permettent d'avoir ces papiers qui deviennent aujourd'hui le motif pour lequel vous pensez que vous vous considérez supérieur à vos semblables qui restent au Cameroun. Donc, chers amis, il fallait que je fasse ce point. Je vois que on peut déjà évoluer sur le sujet qui nous intéresse parce que ça, c'était juste une petite mise en bouche. J'ai partagé sur la page Patience Mvutu
une capture d'écran que nombreux parmi vous n'avez pas compris. Le 22 septembre 2022, j'ai reçu un message de mon oncle parce que j'ai un de mes oncles qui est venu me confirmer inbox que Serge Tamba est effectivement mon oncle maternel. C'est-à-dire que la grand-mère de Serge Tamba et ma grand-mère sont du même village. Et je me dis, bon, on m'a confirmé cela, donc je vais commencer à l'appeler mon oncle. C'est mon oncle maternel. Donc, mon oncle maternel, Serge Tamba, m'avait écrit à la suite d'une publication que j'avais faite sur Samuel Eto'o, où je répondais aux propos que j'avais trouvés très racistes du docteur Fridolin-K, qui pensait que Yannick Noah servait les intérêts coloniaux. C'est pour cela qu'il voulait obliger la FECAFOOT à continuer avec la marque Corps Sportif et que Samuel Eto'o venait avec une marque nationale, il fallait soutenir. J'ai fait une publication dans laquelle justement j'ai évoqué le fait que personne ne peut considérer que aujourd'hui Yannick Noah sert des intérêts coloniaux et donc on doit c'est-à-dire on doit l'humilier au Cameroun parce que il serait français mais de père camerounais. J'avais trouvé ça un peu raciste. Je vous avais déjà donné mes raisons parce que moi-même je suis maman d'un enfant métis et je me dis mais attends, donc demain si je ne suis plus là, les gens vont dire que mon enfant n'a aucun droit au Cameroun. Ça m'avait un peu choqué, donc j'ai fait une sortie dans laquelle j'exprimais le fait que Yannick Noah vit dans la propre maison de sa maison qu'il a construite à Yaoundé. Donc c'est un thème de Yaoundé, c'est un autochtone de Yaoundé. Contrairement à Samuel Eto'o, quand il vient à Yaoundé, il dort au Hilton. Cette publication a fait un tollé. Moi je suis resté tranquille, ça a été repris par les médias. Comme chaque fois que j'écris, tous les journaux en ligne ont repris et tout. Et j'étais dans mon coin, j'étais tranquille. Je crois que j'étais toujours au Cameroun. Ça fait un tollé. Oh, Marlène Mvoutou dit que Samuel Eto'o n'a jamais construit Marlène Mvoutou. C'est comme ça que mon oncle maternel, Serge Tamba, m'écrit. Il me dit, est-ce que c'est ton message, ça? J'avais même pas répondu d'abord. Il m'envoie, il me dit, merci de ton message, je vais faire grand écho. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il était tellement content que je soutienne Yannick Noah. Parce que vous devez comprendre que les communicants sont comme des avocats. En fonction de la personne qui les paye pour le moment, ils défendent leurs intérêts. C'est pour cela que je ne prends jamais personnellement les combats que j'ai avec des journalistes. C'est-à-dire parce que je considère qu'un journaliste ou alors un communicant, en fonction de son client, c'est-à-dire la personne qui lui donne de l'argent, il peut avoir une attitude irrévérencieuse vis-à-vis de quelqu'un avec qui il est souvent en bon thème. Tamba et moi, on n'a jamais eu un antécédent. On n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On a toujours eu une relation très cordiale. Moi, je savais même pas que c'est mon sang. Comme on dit souvent que le cri du sang est très fort. Je me suis toujours senti très proche de Tamba. Chaque fois que j'avais quelque chose, j'ai toujours tenu à ce que ce soit, que Tamba ait un petit gombo dans mon affaire. Je ne savais même pas que dans tout cela, le même sang qui coule dans mes veines. C'est-à-dire que moi, je peux pas sortir avec Tamba parce que c'est mon sang en fait. Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'il y ait un oncle qui me confirme cela inbox, qu'effectivement, Tamba c'est ton oncle. C'est-à-dire que sa grand-mère à elle est partie se marier chez les Oyondo. Moi j'ai vu un gars comme ça, j'adorais son éloquence, je me dis malgré le handicap, il se bat pour vivre. Je ne savais même pas que nous sommes parentés. C'est comme ça que j'ai commencé à l'attirer, à lui donner des marchés, à lui donner un peu d'argent. Je me suis toujours occupé de Tamba, sans savoir que c'est mon sang qui criait c'est mon sang qui me faisait savoir que ce gars porte le même ADN que toi. Je l'ai toujours aidé sans savoir. Je vous dis qu'il y a un jour que un oncle est venu me confirmer qu'effectivement, Tamba est d'un Koulafende comme ma maman. Et non seulement de Koulafele, sa mère et sa grand-mère et ma grand-mère ont le même sang. Moi, je l'ai toujours aidé sans savoir que c'est le cri du sang qui me poussait. Malgré le fait que j'étais emprisonné,
que Tamba vienne me demander de l'argent et que je tienne à ce que, quitte à ce que moi je reste sans rien, je donne l'argent à Tamba parce que je voyais qu'il est handicapé. Je n'avais aucun problème avec Tamba. Tamba m'a écrit, il était content que j'allume Samuel Eto'o. Il faut que je vous explique. Parce que j'ai vu des gens venir dire, oui, mais à quel moment il dit qu'il te demande de clasher Samuel Eto'o. Moi, je ne parle pas avec les gens au téléphone. Tout le monde sait que je ne cause pas au téléphone. Et je ne suis jamais la première à contacter les gens. Tamba, quand il se présente, c'est parce que je n'ai même pas son numéro. Il m'écrit, Marlène, c'est Serge Tamba. Bonjour Marlène, c'est Serge Tamba. C'est ton message, il m'envoie le message. Je reste d'abord, je ne réponds pas. Je lui dis effectivement, c'est une réponse à Fridolin que par rapport à la sortie sur il vient me féliciter. Il dit qu'il va partager ça partout pour que les gens soient au courant. Oui, c'est ce message qui a fait que une partie des églisiens, s'il faut les appeler comme ça, me prennent en grippe parce que pour eux, le fait de dire que Samuel Eto'o dort Hilton, ça veut dire que Samuel Eto'o est pauvre, Samuel Eto'o n'a plus rien. Quand je vous ai dit, c'est Tamba qui m'a dit que non. Samuel Eto'o n'a plus rien et tout. Tamba me l'a dit. Mais moi, j'avais fait cette publication-là. Je n'ai pas demandé à Tamba de partager ça dans tous les WhatsApp. Il était tellement content que j'allume Samuel Eto'o. Mais je ne lui en veux pas parce que les intérêts des uns et des autres évoluent. Tamba, c'est un vieil ami de Samuel Eto'o. À l'époque, quand je vous dis que Tamba était venu me voir en prison, nous étions en 2013. Mais avant 2013, Tamba traînait déjà avec Samuel Eto'o. Ça veut dire que ils ont au moins 15 ans d'amitié. Quand je dis amitié, ça veut dire que des gens qui marchent ensemble. Ils ont au moins 15 ans d'amitié. Puisqu'il vous dit que c'est lui, il sortait avec Nathalie Nkwa, après il a donné Nathalie Nkwa à Samuel Eto'o. Bah, là-dessus, on va aussi développer. Mais, je vous dis que sur cette partie-là, Tamba est venu me féliciter d'avoir allumé Samuel Eto'o sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi cette publication avait pris cette ampleur, mais Tamba s'est chargé de partager ça partout. Il me dit que je vais faire l'âge écho. Il va partager ça partout pour que Samuel Eto'o se sente humilié. Il m'a envoyé ces choses. Vous savez, je ne parle pas au téléphone. Vous pouvez m'écrire pendant 10 ans. Si je ne trouve pas l'intérêt ou alors je ne trouve pas le temps de vous répondre, je peux ne pas vous répondre. Lorsqu'il se rapproche donc de Chantal Biya et de Medoulou, du camp Chantal Biya, je suis surprise de voir quelqu'un à qui je donnais mon argent, à qui j'avais aucun souci, aucun problème, organiser des groupes de femmes pour m'insulter sur Internet, lui-même faire des vidéos pour m'insulter. Je vous ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes dans un procès, un avocat défend son client contre vous que tu as un problème personnel avec son client. Mais moi, dans ma logique, moi je suis une juriste et je tiens compte de l'article 1384, 1385 qui dit que, dessus la responsabilité, qui dit que si le chien de quelqu'un te mord, on dit qu'il n'est pas responsable. Quand le chien te mord, ce n'est pas lui le responsable, c'est son patron qui est le responsable. Si la mangue de ton voisin tombe sur ton toit, ça perce ton toit, ce n'est pas le manguier qui est responsable, c'est ton voisin qui est responsable. Moi, c'est un article du Code civil que moi je respecte. Donc, quand un chien me mord, parce que les grandes personnes marchent avec des chiens de garde, tu n'as rien fait à quelqu'un, tu n'as aucun problème avec lui. Dès que tu as dit Eto'o, tu vois les gens commencent, ça veut dire que c'est des chiens. C'est des gens qui n'ont pas une conscience propre. C'est des gens qui n'ont pas leur propre conviction, qui rient quand le chef rit, qui pleure quand le chef rit. Donc moi, je continue, qui pleure quand le chef pleure. Donc je considère que c'est des animaux. Et donc, parce qu'ils ne sont pas indépendants spirituellement, ils ne sont pas indépendants financièrement et moralement, lorsque je suis attaqué par un animal que j'ai identifié sur Internet, je réponds à son patron. Parce que je vois des gens comme Zona Cook qui a maintenant sa page Fambeti, qui me dit que c'est ma stratégie de clash. Non, lorsque un animal t'attaque, il faut chercher son maître. Parce qu'il n'y a qu'un animal qui peut commencer à attaquer quelqu'un qui ne lui a rien fait, avec qui il n'a pas d'antécédent. Non, c'est un animal. C'est un animal parce qu'il agit pour protéger son maître. Et donc, moi, je ne discute pas avec les animaux. Quand un animal m'attaque,
je pars voir son patron. Je réponds à son patron. Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est à son patron. C'est avec son patron que moi j'ai des problèmes. Moi, je ne me suis pas un animal. Donc, quand Tamba vient m'attaquer, alors que je n'avais aucun problème avec lui, alors qu'il venait m'apprécier, je vais même vous dire pourquoi nous avons décidé à un moment donné de répondre à Samuel Eto'o sur la place publique. Vous vous souvenez qu'en 2022, j'ai été nommé responsable de la communication d'un mouvement franquiste au Cameroun. Et lorsque je développe ma stratégie de communication pour donner une image de rassembleuse, une image présidentielle à Franc-Biya, nous avions pensé que Samuel Eto'o faisait beaucoup de l'ombre à Franc-Biya, d'autant plus que j'avais échangé avec Dougali, qui est un de ses conseillers en communication, qui m'avait clairement fait part de leur ambition de faire de Samuel Eto'o un homme présidentiel qui pourrait éventuellement briguer à la présidentielle, à la présidence de la République au Cameroun. Et donc, moi, dans ma stratégie d'attaque, étant donné que j'étais responsable de la communication, j'avais pensé que il fallait fragiliser l'image très positive que Samuel Eto'o avait au moment où il prend la FECAFOOT. Donc, ce n'est pas un problème personnel avec Samuel Eto'o. C'est que nous sommes, lorsque je dois communiquer pour un client, je regarde la stratégie que je vais appliquer. Et Samuel Eto'o, pour nous, pour conquérir l'opinion, était un problème. Et donc, c'est comme cela que je conçois une communication dans laquelle il faut abaisser l'image de Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o, il était vraiment, dès que Franc-Biya va dans le nord, Samuel Eto'o va faire une sortie dans le nord. Il y avait un truc qui me dérangeait. Et donc, dans la conception de la communication que j'étais en train de mettre sur pied avec tous les communicants que j'avais réunis autour de moi, j'avais d'ailleurs contacté Serge Tamba qui m'avait dit que il soutient Franc-Biya, mais pour le moment il préfère rester en retrait. Donc c'est dans la continuité de cette mission que nous avions que Tamba me contacte, parce que ça nous fait du bien de fragiliser Samuel. Il faut comprendre, parce que lorsque nous venons nous exprimer, parce que vous avez accès à nous facilement, vous banalisez un peu ce que nous faisons. Non, nous sommes des communicants, il faut avoir du respect. Tamba, je peux dire ce que je veux sur lui, mais c'est un communicant. Je ne prends pas personnellement les attaques qu'il a contre moi. Je sais qu'il a un client actuellement qui estime que mes sorties font sensation en ce qui le concerne. Mes sorties ont de la crédibilité parce que premièrement, c'est le domaine dans lequel j'ai passé 17 ans. Et donc, il faut me fragiliser dans l'espace public. Et donc, je ne le prends pas personnellement, non, pas du tout. C'est un jeu, c'est une profession. Pareil aussi, je sais recevoir les coups, mais je sais aussi en donner. Donc, je sais que je suis conscient des coups que je donne souvent à mes adversaires et forcément, je m'attendrai à ce qu'il y ait des répliques. Donc, c'est dans cette optique de fragiliser l'image de Samuel Eto'o que j'avais réuni autour de moi des tribalistes comme des Tamba. Parce que Tamba était avec moi, pourquoi? Parce qu'à l'époque, moi, j'étais tribaliste. Donc, quand Tamba vient m'encourager parce que il soutient son frère Ewondo de Yaoundé. Il faut d'abord comprendre la logique des gens. Donc, il est content parce que on vient d'évoquer un élément tribal. Il est content. On dit que Yannick Noah, qui est Ewondo, comme lui, il est autochtone, machin, il vient m'encourager et il décide donc, il s'en fout de l'amitié avec Samuel Eto'o. Donc, oui, à un moment donné, lorsque je change de camp, je dis actuellement, je ne suis plus tribaliste. Je ne suis plus soutien de Paul Biya. Oui, forcément, même si Tamba était mon mari, nous devrions avoir une guerre idéologique. Parce que oui, forcément, nous n'appartenons plus au même camp. Nous sommes dans deux camps idéologiques différents. Et chacun va utiliser les armes en sa possession pour essayer de fragiliser la stature de l'autre. Et malheureusement, très malheureusement, mon cher oncle n'a pas mesuré ma capacité de nuisance. C'est-à-dire que j'ai tous les éléments. Lorsque je décide d'avoir quelqu'un, je mets tout en jeu. Je mets tout en jeu, même le sexe. Parce que oui, le sexe est un instrument de manipulation. Ceux qui font la politique vont vous expliquer, les politiciens, pour ceux qui ont lu Sexus Politicus,
d'un auteur français, ils savent que les politiciens, à un moment donné de la négociation, quand ils savent que le sexe peut intervenir, ils font intervenir le sexe pour dominer ou alors pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon cas, mais je veux dire que dans le combat qui est le nôtre, toutes les armes sont utilisées. Et donc, Tamba n'avait pas mesuré que moi, je gardais toutes les balles. Parce que je sais qu'un ami peut devenir ennemi. Je vous ai déjà expliqué ma théorie. Donc, sur mes amis, je garde tout. Tamba ne savait pas que j'avais la preuve irréfutable qu'il n'y a pas longtemps, il était contre Samuel Eto'o. Qu'il a participé à vilipender Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Il ne savait pas que j'ai la preuve. Quand il venait m'insulter, j'ai vu ils ont monté quelqu'un pour venir dire oui, j'avais vendu une voiture. Sauf que la deuxième sortie de M. Talla, il explique que ils se sont rendus au domicile de mes parents pour aller me chercher à soi. On leur a dit que c'est le domicile, avec des policiers, c'est le domicile du délégué général à la sûreté, l'ancien délégué Pierre Milo Modjo. Mes amis, je reviens encore sur ce problème parce que ici, sur cette page, vous n'avez pas écouté. J'avais eu un problème, c'est-à-dire j'avais eu une livraison de près de 5 tonnes d'équipements sportifs Nike pour le compte de ma société Intermédiatis. Et environ 1 tonne ont été saisies par le commissariat, par la délégation régionale de la police judiciaire. C'était le commissaire divisionnaire NIT qui était là. Parce que quand vous entendez souvent que les gens ont été assassinés, les gens ont été tués, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à m'extirper au Cameroun. Je vais vous expliquer tous les problèmes avec toutes les personnes que j'ai eues. Parce que quand j'ai entendu ce gars parler de cette histoire, Thomas Nkono était le nouveau directeur de Aspire, du projet Aspire au Cameroun. Mais Nike savait que c'est avec ma société Intermédiatis qu'ils ont le contrat des équipements. Donc quand les équipements sont arrivés à Douala, la société de transit est venue livrer à mes bureaux en Vogada. Moi j'étais en France, j'étais pas là. C'est comme ça que Thomas Nkono va chercher le divisionnaire NIT qui est forcément une de ses relations. Ils arrivent à mes bureaux, ils embarquent le camion avec tous les équipements. En fait, il y avait une partie qui avait déjà été installée dans nos magasins, mais le reste de la cargaison, ils ont embarqué, ils sont partis avec. J'ai envoyé une sœur à moi qui allait voir le commissaire NIT. Je l'ai eu, j'étais en France. Le commissaire NIT m'a dit que non, Marlène, il faut que je sache que, oui, je dois lui envoyer 500 000. J'ai envoyé 500 000. Mais ma soeur a dit que, tel qu'elle voit l'affaire, Thomas Nkono aussi a déjà donné quelque chose, peut-être un peu plus, et il voit le commissaire NIT ne va pas être de notre côté dans cette affaire. Donc, vaut mieux qu'on ne lui donne pas les 500 000. C'est comme ça que je ne donne pas 500 000 au commissaire NIT. Le divisionnaire NIT, il vit. Parce que quand je vois son nom, les papiers avec son nom sortent partout. Moi, je vais expliquer tout. Le commissaire NIT m'a appelé. Le divisionnaire NIT m'a appelé. Il m'a dit que je dois lui envoyer 500 000. J'ai bien envoyé 500 000. Mais ma soeur a dit qu'elle ne lui donne pas. Parce qu'elle voit qu'il est en train de faire le faux. C'est comme ça que Thomas Nkono se retrouve avec près d'1 tonne d'équipement qui serait à moi. Maintenant, ils ont envoyé un huissier sceller mes bureaux. Dans la nuit, je ne sais pas comment mes employés ont fait. Moi, j'étais en Suisse. Ils ont cassé le bureau. Ils ont sorti tous les équipements. C'est-à-dire, ils ont cassé les scellés. Ils ont sorti tous les équipements. J'étais en Suisse, je n'étais pas là. C'est comme ça que le commissaire NIT, qui était déjà... Parce que il s'entendait aussi bien avec moi, le divisionnaire NIT. Il s'entendait bien avec moi, on avait parlé, on avait dealé. Mais le divisionnaire maintenant s'entend avec Thomas Nkono pour qu'il me prenne mes équipements, soit disant que le projet Aspire est forcément lié aux équipements Nike. Alors que ce n'était pas la vérité. J'étais ensuite, je n'étais pas au Cameroun. Pour chercher les équipements, ils viennent à mes bureaux étaient vides. Ils se disent que il faut qu'ils aillent fouiller chez ma mère à soi. J'ai dit qu'il y a une cargaison de policiers qui sont arrivés chez moi. Ils regardaient même à l'intérieur des puits, ils regardaient partout. Ils ont violé le domicile de ma mère sans mandat. Ils sont entrés, ils ont regardé dans les plafonds si on avait caché les équipements dedans. Ils n'ont rien trouvé. Je suis aujourd'hui surprise
que le même Tala qui serait peut-être un proche à Toba Nkono ou alors au commissaire NIT, raconte cette histoire en disant que lorsque l'escouade de policiers arrivait à Soa, c'était pour venir me chercher parce que je lui avais vendu une voiture de location. Vous comprenez la manipulation. L'affaire existe, l'affaire est connue de tous. C'est-à-dire que le commissaire NIT a envoyé des policiers chez moi pour venir chercher parce qu'on avait cassé les scellés, on avait sorti les équipements et ils sont venus fouiller pour savoir où j'avais rangé les équipements. Or, je n'étais même pas au Cameroun. Quand j'ai compris ce gars raconter cette histoire qui est prétendre, alors que j'avais des bureaux en plein Vogada, qu'il m'aurait remis 6 millions dans un bar où on mangeait le poisson brisé, je dis mais attends, moi je suis quelqu'un, je suis une petite femme mais j'ai beaucoup de poids. Comment je peux aller m'asseoir dans un tourneau d'eau et je reçois 6 millions au marché central? Non, je te fais, mes bureaux sont en Vogada, quelque part là, tu viens à mon bureau. Je prends l'argent, je décharge l'argent. Comment je vais prendre l'argent dans un bar? Quand il a raconté ça, les amis, vous devez comprendre que c'est quelque chose de faux. Je suis quelqu'un qui se donne beaucoup de pesanteur, qui se donne beaucoup de respect. Je ne peux pas aller dans un tourneau d'eau, manger du poisson brisé. Non, je me prends trop au sérieux. Surtout en ce moment-là où je pensais que j'étais le centre du monde, je ne peux pas accepter. Même si c'est un homme qui me fait la cour et m'invite à manger le poisson brisé pour me donner 10 millions après, je ne peux pas accepter. Parce que malheureusement, il y va du prestige de mon image. Son histoire est complètement fausse. Il prend un autre problème que j'ai eu avec le commissaire NIT. Il s'arroge le fait d'être venu chez moi avec une escouade de policiers, chez mes parents avec une escouade de policiers. Non, l'escouade de policiers est arrivée à la recherche des équipements qui avaient été enlevés de mes bureaux et conservés en lieu sûr par mes employés. Donc, lorsque je vous ai raconté tout cela, je vous dis, je ne prends pas personnellement le combat idéologique que j'ai avec les communicants de Samuel Eto'o. Et ils ont raison de m'attaquer parce qu'ils se disent que la parole de Marlène est suffisamment crédible, suffisamment impactante. Et donc, si l'on veut faire passer nos idées, il faut affaiblir l'image de Marlène, oui. Quitte à traverser les liens du sang, de traverser l'amitié, de faire preuve de beaucoup d'ingratitude. Moi, je prends pas ça personnellement et je dis, c'est Dieu qui me révèle les visages de tout le monde. Ces gars, de la même manière qu'on leur donne de l'argent pour insulter des gens qui leur ont donné à manger, je l'avais déjà dit dans un précédent direct, Tamba que vous voyez là, si quelqu'un le prend dans un coin, il lui donne 10 millions, que va donner le poison à Samuel Eto'o? Il ne va pas exister. Il ne va pas hésiter parce que ce sont des gars qui ont faim. Et donc, moi j'ai pour habitude de ne pas considérer quelqu'un qui a faim, qui n'est pas à mon niveau, comme étant un ami. Non. Je te prends comme quelqu'un que j'aide et je te tiens suffisamment à distance parce que c'est la raison pour laquelle personne ne connaît ma vraie vie. Personne ne peut vous raconter parce que j'ai toujours mis chaque chose dans une case. J'ai besoin de ces tireurs à gage parce qu'ils m'aident dans l'espace public à relayer mes opinions, à relayer mes convictions, donc je leur donne de l'argent. Mais en aucun moment, je ne les considère comme des amis. Non, pas du tout. Parce que je vous ai dit dans un précédent direct, malheureusement, nous allons revenir parce que ceux qui sont sur cette page ne sont pas forcément sur l'autre page. Évitez d'être les amis des, comment on les appelle, des journalistes ou alors des blogueurs et tout ça. Devant un buzz, devant quelques billets, ils ne vont pas hésiter à vous sacrifier. Et ça a toujours été cela ma logique. Lorsque j'ai dit cela, ça va nous permettre de donner un avis par rapport à la candidature supposée ou réelle de Samuel Eto'o à la CAF. En fait, lorsqu'on t'entoure des amateurs, on est toujours obligé de subir une forme de communication qui laisse à désirer. Avec l'affaire Samuel Eto'o, on a l'impression que c'est la première fois que le Cameroun va accéder à la CAF. On oublie qu'il y a un Camerounais, Issa Hayatou, qui a fait 25 ans président de la CAF. Actuellement, les communicants de Samuel Eto'o sont en train de faire comme si le poste de vice-président de la CAF était quelque chose de ouf, ou alors c'est le bout du tunnel. Non, il y a un Camerounais du nom de Issa Hayatou, que vous avez enterré il n'y a pas longtemps, qui a passé 25 ans
25 ans président de la CAF. Et lorsqu'il décide d'aller à la CAF, c'est parce qu'il avait déjà donné au moins une Coupe d'Afrique au Cameroun. Seydou Mbombo Njoya, il est vice-président de la CAF. Mais après avoir donné une CAN au Cameroun, la CAN de 2017, il a donné la CAN de 2017 avec Tombi Aroko au Cameroun et il s'en va à la CAF. Moi, personnellement, ce qui me dérange, c'est l'esprit machiavélique qui entoure généralement les exploits de Samuel Eto'o. On oublie, moi je n'oublie pas le voice qui a fuité, dans lequel il disait que son ambition c'est de chasser Seydou Mbombo Njoya à la CAF, de le chasser à la FECAFOOT parce qu'ils ont eu quelques embrouilles. Je vais rappeler ici parce que c'est des histoires que je connais. Le père de Seydou Mbombo Njoya, vous savez, il a été un ancien ministre des Sports au Cameroun, a toujours considéré Samuel Eto'o comme son propre fils. A toujours considéré Samuel Eto'o. Et donc, Seydou Mbombo Njoya et Samuel Eto'o étaient comme des frères. Mais Samuel Eto'o, dans sa culture, dans sa façon de faire, est ce genre d'enfant qui a passé sa vie à envier ce que les gens possédaient. Je vais vous expliquer, on va faire de la psychologie à 2 balles. C'est-à-dire que Eto'o peut voir une belle femme. Tant qu'il ne voit pas son ami avec cette femme-là, il ne va pas la draguer. Il va venir, déjà qu'il ne drague pas les femmes. C'est quelqu'un, je ne sais pas, on va peut-être entrer dans sa psychologie un peu. Parce que oui, lorsque vous faites des études de droit en criminologie, on vous apprend à entrer dans le cerveau d'un homme criminel. On va entrer dans la psychologie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est attiré que par ce que quelqu'un d'autre, parce qu'il a un esprit de convoitise très élevé. Une chose ne lui plaît pas tant qu'elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est l'esprit qui est derrière sa démarche à la CAF qui nous gêne un tout petit peu. Il va venir à la CAF, pas pour faire porter le nom du Cameroun, pas pour l'honneur du Cameroun, non. Il vient à la CAF parce qu'il veut chasser Seydou. Et nous, ce type de projet, nous ne nous sentons pas solidaires de telles démarches. C'est pour ça que ça ne nous fait ni chaud ni froid qu'il devienne même président de la CAF si la seule ambition, c'est d'aller chasser quelqu'un dont le père en mourant savait qu'il a laissé un frère qui va l'aider à être dans le football. Moi, personnellement, humainement et sur le plan éthique, ça me gêne. Quand on sait, puisqu'on a écouté le voice de Samuel Eto'o, sa seule ambition à la CAF, c'est pas pour aller améliorer ou changer des choses, non, pas du tout, comme on va revenir sur les arguments qui sont présentés par ses communicants, mais il y a d'abord une revanche personnelle. Donc imaginez-vous, il arrive toujours quelque part avec une ambiance de règlement de compte, pareil comme il a fait à la FECAFOOT. Comme les gens de la FECAFOOT l'avaient suspendu pendant 16 matchs, il vient à la FECAFOOT pour se venger des gens de la FECAFOOT. Et donc il vient chasser le monde. Et comme les gens de la CAF aussi ont osé recaler sa candidature, il va là-bas pour se venger. La place du Cameroun dans l'UNIFAC, parce que pour ceux qui ne savent pas, la CAF est divisée en 6 zones, 6 grandes zones. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et tout cela. Et en Afrique centrale, il n'y a pas un pays en Afrique centrale qui peut parler de football devant le Cameroun. Mais imaginez-vous la gymnastique que Samuel Eto'o a été obligé de faire pour que les gens de la CAF soient obligés de l'accepter. Parce que parmi les présidents, les vice-présidents, chaque zone de la CAF a droit à une place. Mais qu'on choisit parmi les différents candidats, il s'est arrangé, grâce au trafic d'influence, à se présenter comme l'unique candidat de la zone Afrique centrale. Parce qu'il savait que actuellement, les gens de la CAF, même si c'est moi qui me suis un peu éloigné des affaires de football, qui présentait ma candidature, ils allaient, même si c'est Tamba, ils allaient voter pour Tamba que de voter pour Samuel Eto'o. Parce que on sait que c'est quelqu'un qui arrive toujours avec une mauvaise énergie, qui n'est pas une énergie qui permet au groupe d'avancer, mais pour lui, pour satisfaire l'ego de Samuel Eto'o. Et ce type de personne
dans des initiatives où un groupe a besoin d'être soudé, où on a besoin de fonctionner en groupe. C'est pas quelqu'un qui doit être dans des groupes. Et donc, malheureusement, je n'imagine pas l'ambiance aujourd'hui à la CAF, où Samuel Eto'o vient en tant que vice-président parce qu'il vient s'imposer, il vient pour chasser Seydou Bobo Njoya, il vient parce qu'il a l'ambition pour après de chasser. Donc, c'est très très compliqué. Et ça laisse une image pas très réluisante au football camerounais, qui, quand même, on a eu un grand président, Issa Hayatou, que Samuel Eto'o a aidé à chasser. Parce que ça, ses affidés ont oublié. Samuel Eto'o s'est allié avec un malgache, Ahmad Ahmad, pour battre un Camerounais qui avait une belle posture pour être le premier noir président de la FIFA. Ça, vous avez oublié. Vous avez oublié que Issa Hayatou, après avoir passé près de 5 mandats à la CAF, avait le potentiel pour prendre la tête de la FIFA. Mais Samuel Eto'o s'est allié à un malgache, hein, Ahmad Ahmad, pour battre son frère camerounais. Mais vous voulez quand même que, parce qu'il est candidat à la vice-présidence, on doit vraiment mobiliser tout le Cameroun, on doit, ils viennent nous insulter, oh les ébous, machin et tout ça, machin. Ça dit que ceux qui fréquentent Samuel Eto'o se comportent exactement comme lui, c'est-à-dire que ils pensent qu'ils sont en compétition avec des gens alors qu'ils sont en compétition avec eux-mêmes. Seydou Mbombo Njoya est vice-président de la CAF. Mais avant Seydou Mbombo Njoya, un Camerounais qui a été président de la FECAFOOT a été lui aussi président de la CAF pendant près de 5 mandats. Donc, je ne sais pas, près de 6 mandats. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que ça va apporter? J'ai lu quelque part que la seule ambition qu'il a pour le football africain, c'est de faire en sorte que la CAN se joue tous les 4 ans. Je me dis, bon voilà, malheureusement notre frère, il réfléchit pas beaucoup puisqu'il n'a pas fait grand chose dans la FECAFOOT. Il n'a fait que détruire les acquis de la FECAFOOT. Mais est-ce qu'il n'a pas imaginé en tant soit peu que l'organisation de la Coupe d'Afrique dans un continent qui compte 54 pays participe au développement, à l'émulation, parce qu'il y a au développement des infrastructures sportives dans ces pays qui devraient accueillir la CAN, mais aussi à participer à la vitalité même de ce sport dans le continent. Les autres pays peuvent se prendre le luxe d'organiser la Coupe d'Europe tous les 4 ans. Pourquoi? Parce que ils ont la Champions League, ils ont des championnats très puissants qui sont sponsorisés. Mais on entend parler du football en Afrique que lorsqu'il y a la CAN. Donc oui, la périodicité actuelle de la CAF, de la CAN, moi, elle me semble meilleure, d'autant plus que si tous les pays africains doivent organiser la CAN tous les 4 ans, imaginez-vous, en 20 ans, vous n'avez que 5 pays qui organisent. L'Europe n'a pas le même nombre de pays que l'Afrique. 58 pays. Ça veut dire qu'il faut combien d'années pour faire le tour? Je sais qu'il n'a pas pensé à tout cela, au-delà du fait que pour les démocraties fragiles, parce que lorsqu'on parle de football, il faut aussi réfléchir sur l'aspect sociopolitique. Les coupes d'Afrique dans des pays, oui, dans des démocraties fragiles comme celle qui est en Afrique, participent à la cohésion de la nation. Lorsqu'une nation accueille la CAN, c'est l'occasion pour cette nation de s'unir pour un but. Et donc on a vu que la CAN participait à créer une solidarité dans les pays, à créer une stabilité politique dans les pays. Parce que vous allez remarquer que lorsque Paul Biya décide d'organiser la CAN, tout le monde, que ce soit les opposants, que ce soit les opposants au régime, tout le monde était d'accord avec lui que le Cameroun devait accueillir la CAN. Et donc pendant longtemps, pendant la période de la phase de la préparation de la CAN, on a dit donnons la chance à Paul Biya d'organiser au moins une CAN avant de partir. Donc c'est un atout politique pour les politiciens de pouvoir organiser ce grand événement de football qui leur sert de vitrine et qui conforte leur légitimité en tant que président bâtisseur. Donc je pense que l'Afrique pour le moment, très personnellement, a besoin d'une compétition
qui existe tous les 2 ans. Parce que imaginez-vous une CAN tous les 4 ans. Les gens vont même oublier le football. Il y aura plus d'enjeux. Il n'y a pas un grand championnat africain qui fait vivre le football africain. Je vois pas l'intérêt vraiment de passer la CAN de 2 à 4 ans. Je vois pas l'intérêt, mais on nous fait comprendre que c'est l'ambition phare de Samuel Eto'o qu'il voudrait porter à la tête de la Confédération africaine de football. Mais lorsqu'on voit l'état dans lequel Samuel Eto'o a mis l'Africa Foot, très sincèrement, on n'a pas envie qu'il arrive à la tête de la CAF un jour. Parce que malheureusement, parce qu'il a oublié son histoire. Le football en Afrique, au-delà de l'aspect social, comme je vous ai dit, l'aspect politique, je l'ai évoqué tantôt, participe quand même à créer la paix en Afrique, la solidarité entre les peuples. Et confier ce sport, qui est le ciment de notre unité en Afrique, à quelqu'un qui a un esprit immature, ce sera faire preuve d'irresponsabilité. C'est la raison pour laquelle, oui, obligatoirement, puisqu'il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas d'autres candidats de l'UNIFAC, il va peut-être il sera vice-président de la CAF, mais pour apporter quoi? On ne l'a pas entendu. On ne l'a jamais entendu. Sur la seule ambition, c'est de concurrencer les Blancs. Non. Le football crée des ponts là où les gens essayent de mettre des murs. Le football ne sera jamais un instrument de compétition malsaine, de rivalité raciste. Le football restera et sera toujours un trait d'union entre un sport et notre culture, sera toujours une vitrine entre nos aspirations, pour nos aspirations les plus profondes. Donc, lorsque je vous ai dit cela, je vais peut-être lire vos commentaires parce que lorsqu'on est dans la réflexion, malheureusement, on ne peut pas vous lire au même moment. Donc, je vous ai dit ce que je pensais très exactement du projet quasi machiavélique de Samuel Eto'o. Je pense, à mon avis, que Samuel Eto'o a besoin d'un peu d'altruisme. À plus de 40 ans, on n'est plus un gamin. Et je pense que Samuel Eto'o aurait milité quand même à porter Eko-Céline, qui est une femme, malheureusement, oui, elle a ses limites, mais qui a passé beaucoup d'années dans le football, et à plus de 70 ans, elle devrait avoir une place honorifique à la CAF pour présider à la commission du football féminin africain. Je pense que Samuel Eto'o, étant jeune, pouvait permettre à Eko-Céline de monter à la CAF et de présider à la commission du football féminin. Je pense que ce serait une très belle image, surtout que nous sommes au mois de mars, donc nous défendons aussi nos acquis en tant que femmes. Je pense que Samuel Eto'o aurait eu l'intelligence de se mettre un pas en retrait puisqu'il a toute sa vie devant lui et de positionner une femme. C'est quand même la première femme du Cameroun à être première vice-présidente de l'Africa Foot, de la positionner pour qu'elle puisse entrer au comité exécutif de la CAF et de prendre la tête de la commission du football féminin africain. Je pense que ça aurait été bien et on aurait applaudi, hein, parce que on attend toujours que Samuel Eto'o pense à quelqu'un d'autre qu'à lui. Il est égocentré, c'est-à-dire il ne pense qu'à lui, ce n'est que lui. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un marcher avec Eto'o devenir quelque chose. J'ai jamais vu un ami d'Eto'o pendant qu'il marche avec Eto'o, lui aussi construit un immeuble. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, il s'arrange toujours à ce que tout le monde soit en bas de lui et qu'il soit le seul à briller. Mais dans la vie, nous devons éviter d'être des manguiers. C'est-à-dire, c'est le manguier qui pousse et ne veut pas qu'une autre herbe pousse à côté de lui. C'est-à-dire que, humainement, en tant qu'humains, nous devons former une chaîne d'union. C'est-à-dire, nous devons nous soutenir, nous devons être solidaires. Lorsque quelqu'un est égoïste, il est égocentrique. Ce n'est que lui, c'est-à-dire, partout où il passe, on ne parle même plus des lions indomptables. Ce n'est que de Samuel Eto'o. Toutes les pages qui doivent faire la promotion du football camerounais,
ont mis le football camerounais de côté, ont dressé les joueurs camerounais les uns contre les autres, insultent d'autres joueurs camerounais qui sont en compétition. Parce que lorsqu'on fragilise l'image d'André Onana, qui devait être un cadre de l'équipe nationale aujourd'hui, dont l'image devait permettre peut-être au football camerounais de rester au top, il s'arrange à financer des pages, qu'il fragilise l'image d'Onana. On voit des Camerounais qui prient pour qu'Onana perde des matchs. Vous comprenez que son esprit est malsain. Je sais pas, c'est pas quelque chose de positif. Mais tout le monde ne peut pas travailler à la gloire d'une seule personne. C'est-à-dire que même Biya, qui est président, il s'arrange à ce qu'il y ait des gens comme Ayan Luc qui existent. Il y a des gens comme Kaba Yege qui existent. Depuis des années, sont là, les Laurent et So qui existent. Autour de Samuel Eto'o, il n'y a personne. Déjà, il change ses proches comme on change des mouchoirs après usage. Oui, toi je te veux plus, toi je te prends, toi je te veux plus, toi je te prends. Et c'est pour ça qu'il ne soit pas surpris qu'un jour il mange le tobassi. Parce que oui, un individu qui ne dit pas que bon voilà, je suis au niveau 10, je vais quand même permettre aux gens qui sont autour de moi d'arriver au niveau 5. Moi je trouve que c'est pas intéressant. Bon, et Marlène, étant donné que ses parents d'Etoudi l'ont lâché pour un second mandat à la tête de la FECAFOOT, pour satisfaire son ego, pour ne pas tout perdre, voilà pourquoi il veut aller. Moi, après, je ne peux pas jurer sur ce qui se passe sur Etoudi, parce que je disais à quelqu'un dernièrement que Samuel Eto'o fait beaucoup de bien à Paul Biya. Parce que lorsque tout le monde insulte Samuel Eto'o, les gens s'empêchent de voir l'état du président Biya. Donc, je ne sais pas pourquoi on pense que Samuel Eto'o est lâché par ses parents en haut. Je sais pas. Moi, je pense que s'il m'avait été donné s'il m'avait été donné l'opportunité de m'exprimer sur cette question, je pense que le régime Biya a beaucoup plus besoin de Samuel Eto'o que Samuel Eto'o a besoin du régime. Moi, c'est mon avis. Parce que lorsque nous sommes sur Internet, à parler de Samuel Eto'o, à tirer sur les manquements de Samuel Eto'o, on oublie qu'il y a quelqu'un qui a 92 ans, c'est-à-dire qu'un ancêtre qui a décidé que lui là, la présidence du Cameroun, c'est son bien personnel, c'est sa maison de retraite, il vit là-bas, il dort, il s'en fout de vous. On ne parle pas de ça. Ce qui nous mobilise, c'est de savoir que demain, Eto'o va passer à la candidature, c'est de savoir si ou c'est de savoir ça. Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont dotés d'une énergie. Ça leur permet de monter, hein, mais ça laisse trop de désastres. La famille du football est séparée. C'est vraiment... Il sait que la FECAFOOT, ça va pas être possible. Quand je vois comme les gars comme le président de Popo, je vous ai dit, je vous ai dit plein de choses. Hein. Je vous ai dit que quand Samuel arrive, il n'a pas l'argent. Quand vous voyez le président de Pau pour parler de Samuel, que c'est votre star, mais moi je le vois petit comme ça. Parce que Samuel est arrivé devant lui, c'est sûr qu'il a donné l'argent à Samuel. Sur quelle base le président, on l'appelle Seki Kwen, peut dire qu'il voit Eto'o petit comme ça. Qu'Eto'o, quand il est devant lui, il est petit. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui a financé les activités d'Eto'o. Donc quand les gens qui t'ont aidé, les gens qui t'ont donné de l'argent sont insatisfaits ou alors il ne peut plus passer à la FECAFOOT. Donc il a intérêt, comme disait tantôt, à partir à la CAF, puisque c'est un acquis. Mais moi, je pense que à la FECAFOOT, pour faire durer l'imposture de Biya, parce que Biya veut reprendre le pouvoir. Si Eto'o n'est plus à la FECAFOOT, on va se concentrer sur ce que Paul Biya fait. Et ça va être très grave. Donc moi, je ne sais pas si c'est bien réfléchi. Oui, Eto'o, il a détourné l'argent. Malheureusement, j'espère qu'on va quand même lui permettre de partir à la CAF parce que ce n'est pas parce qu'il part à la CAF qu'il ne viendra pas répondre du détournement des milliards qu'on cherche de la CAN. Le Cameroun est un pays très compliqué. Donc, on ne peut que lui souhaiter du bien et on donne notre avis sur la question. À savoir que ce gars est un ouragan. Oui, l'ouragan vient avec beaucoup de force, mais ça détruit tout au passage.
Bon, Christian Moussima, tu vois Eto'o petit comme ça et vous parlez de lui, j'ai l'impression que c'est l'aigreur. Oui, c'est votre mot. C'est-à-dire que lorsque vous ne savez pas qu'il y a une différence entre l'instinct et la raison, vous êtes des gens qui fonctionnent à l'instinct, c'est-à-dire l'instinct grégaire. On vous empêche de réfléchir, vous réagissez instinctivement. Et lorsque vous avez en face de vous une personne qui raisonne, pour vous la raison c'est de l'aigreur. Et quel est le débat que je peux avoir avec quelqu'un? Moi je suis une intellectuelle qui raisonne. Toi tu es un être humain doté d'un instinct grégaire. L'instinct et la raison ne peuvent pas échanger. Si tu trouves que je suis aigri, tu fais quoi sur ma page? Il est 20h. Tu fais quoi sur ma page? Va là où il n'y a pas l'aigreur, Christian Moussima. La raison, le raisonnement intellectuel ne sera jamais de l'aigreur. El Hadj Abdou Melga me dit, tu es jalouse de Samuel Eto'o, quelle méchanceté. Non, c'est pas possible. Non, je suis pas jalouse de lui. On jalouse quelqu'un dont on sait qu'on a peut-être les mêmes capacités, le même profil. Non, j'ai pas le profil de Samuel Eto'o et je serais pas jalouse de lui. Samuel Eto'o a atteint les sommets dans le football et je pense que ce n'est que une suite logique. C'est-à-dire, on a vu, il n'est pas le premier à faire ce qu'il a fait. Platini a joué au football. Platini a été à la tête de l'UEFA, mais on a bien vu que les affaires ont rattrapé Platini et il a été obligé d'abandonner son poste à l'UEFA. Donc, lorsqu'on vient raisonner avec des gens qui ont pour moteur l'instinct, c'est très compliqué. Vous allez seulement voir la jalousie, l'aigreur, non, pas du tout. Lorsque vous venez m'écouter, c'est parce que vous voulez entendre la raison. Vous ne voulez pas... non, c'est pas l'instinct qui parle ici. On a vu Platini arriver à la tête de l'UEFA. On a vu même Sepp Blatter, président de la FIFA, qui a été débarqué à cause des affaires. Donc, rien ne vous garantit, lorsqu'il y a des affaires qui vous suivent, même si vous êtes déjà à la FIFA là-bas, on vient vous enlever de là. Sepp Blatter, c'est une affaire de corruption avec le Qatar et tout ça qui a fait partie de Sepp Blatter. On a vu le FBI venir faire des enquêtes au sein de la FIFA. C'était une grande première. Donc, je vous assure que rien n'est garanti, voilà, ce n'est pas nouveau, c'est la place que notre pays doit avoir dans le football, ce n'est pas la place de Samuel Eto'o, mais c'est la place qui revient de droit à une nation qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places à la Coupe du Monde. Notre pays est le pays qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places à la Coupe du Monde et donc n'importe quel représentant du Cameroun a le droit de présider à la destinée de la CAF. Parce que notre pays a porté cette confédération au plus haut niveau. Premièrement avec un de nos concitoyens qui a été président de la CAF pendant plus de 25 ans. Je pense le meilleur président que la CAF n'ait jamais connu. Nous avons une équipe nationale qui a 5 coupes d'Afrique. Je crois qu'il est qui a été la première à accéder au quart de finale d'une Coupe du Monde. Et qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places. C'est pas n'importe quel pays. Donc, Samuel Eto'o vient seulement jouir du travail que ses prédécesseurs, c'est-à-dire de notre riche histoire footballistique. Et ceux qui ont écrit cette histoire sont humbles et c'est pour cela que nous lui demandons de s'inspirer d'un garçon d'un papa comme Roger Mila. C'est grâce à Roger Mila que le Cameroun accède au quart de finale qui va permettre à l'Afrique d'avoir 5 places à la Coupe du Monde. Mais Roger Mila est d'une humilité légendaire. Mais ce sont eux qui ont écrit l'histoire du football camerounais. Samuel Eto'o a joué pour les Blancs. On ne lui connaît pas. Lui, il a joué un peu en Europe. On l'a vu. Il a gagné beaucoup d'argent. C'est pour lui et pour la famille. Mais le football camerounais, c'est les Thomas Nkono. Le football camerounais, c'est les Roger Mila. C'est eux qui ont écrit en lettres d'or l'histoire du football camerounais au Panthéon en Afrique. Donc, et ces personnes sont humbles, pas parce qu'elles ne peuvent pas faire ce que Samuel Eto'o fait, c'est parce qu'elles estiment simplement que à chaque époque son idole. Eto'o a été l'idole, notre idole, nous qui regardions le football dans les années 2000 à 2015, 2020. Mais lui, il empêche que les André Onana soient aussi des idoles d'une autre génération. Les boules disent souvent que si c'est Motom, c'est-à-dire que ça ne doit, après lui, il ne doit plus avoir une autre star de football au Cameroun. C'est ça qu'on dit que c'est pas bien.
Donc, mes chers amis, je vous remercie. Vous voyez, je peux pas rester gelé d'avoir écouté cette communication. C'est l'essentiel de ce que nous avions à dire. Je peux pas lire tous vos messages. Je prendrai peut-être le soin de lire. S'il y a d'autres directs qu'on peut faire, on va les faire. Voilà, Aristide Ngono, merci pour ton intervention. Oui, tu n'as pas le droit de me suivre, Christian Moussima. Ce n'est pas une obligation. Je ne travaille pas pour un média public. Lorsque je viens communiquer sur ma plateforme et que tu me réponds que c'est l'aigreur et la jalousie parce que je développe un argumentaire qui ne te convient pas, je ne suis pas une déesse, je n'ai pas la science infuse. Je dis en fonction de mon prisme d'observation et je dis ce que je pense. Forcément, ça peut ne pas te plaire, mais tu peux avoir le respect de ne pas venir me traiter d'aigri. Non, Samuel Eto'o, moi j'ai jamais joué au football de ma vie. Samuel Eto'o a atteint le sommet dans le football, en termes de jeu. Moi, je n'ai jamais gagné 1 milliard par mois. Samuel Eto'o a gagné 1 milliard par mois. Si ce n'est pas la maladie mentale, à partir de quel moment moi je m'assois et je dis que je vais le jalouser? Je vais jalouser quoi sur un homme? Moi, je suis une femme. Je vais jalouser quoi sur lui? Je l'aurais jamais rencontré. J'allais dire, oh vraiment, qui fait, j'ai aussi une photo avec Samuel Eto'o. Non, je le connais personnellement. Donc, la jalousie va venir à partir de quoi? Ce sont les hommes qui peuvent être jaloux de Samuel Eto'o. Moi, je vais jalouser Samuel Eto'o. Pourquoi? Je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime pas ce qu'il est, mais en tant que personne, il a des qualités humaines que j'ai souvent relevées ici. Mais je dis, il y a certaines choses qu'il fait qui relèvent de la psychologie. Je pense qu'à un moment donné, Samuel Eto'o aura besoin de prendre un rendez-vous chez un psychiatre pour qu'on essaie de lui expliquer ou alors de mettre des mots à ces mots qui le dérangent. Une femme ne lui plaît pas tant qu'il n'a pas vu la femme là avec son ami. Non, il peut pas aimer une femme si la femme n'est pas avec son ami. Il ne peut pas aimer quelque chose s'il ne voit pas son ami avec la chose. Pour faire un petit Congo, ça, lorsque la mère de son enfant, Étienne m'avait appelé, elle m'a dit, Georgette Eto'o, qui est son épouse, était la copine de Sonor. Donc, quand on amenait souvent Georgette Eto'o chez eux parce qu'ils habitaient à deux, elle était la copine de Sonor. Donc, comprenez. Et il a pris la copine de Sonor, il en a fait son épouse. Donc, c'est un monsieur qui fonctionne comme ça. Donc, Marianne Pineda me dit que elle savait que Georgette, c'est pour ça qu'elle accueillait Georgette chez elle. Elle voyait bien Georgette aller passer la nuit avec Sonor. Mais elle n'a pas compris comment, subitement, elle qui était la légitime, on lui demande de devenir Chiza. Donc, voilà, on peut dire des choses pour essayer d'expliquer un peu le comportement de la personne. Parce que ça n'a pas de sens. Donc, sur ce, les amis, je vous remercie et puis de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Bye bye.